Vous écoutez Parole d'homme, un podcast produit par Intimité. Nous sommes en mars 2018. Je suis parti marcher une dizaine de jours dans le nord de l'Espagne, seul. J'ai commencé la première fois ce chemin lorsque l'été où ma femme m'a quitté. Là, je suis content en mars 2018 parce que j'ai programmé d'arriver au bout du chemin. Il me reste donc 10 jours de marche. Et là, c'est un peu la fin de ce chemin-là. Cela fait déjà une semaine que je marche et j'ai une grosse étape. Il y a plus d'une trentaine de kilomètres à parcourir. Et donc je pars tôt. Peu de temps après mon départ, je me perds. J'ai un topo guide que je suis, mais là je me perds. Et je me retrouve sur une sorte de colline qui surplombe un peu une zone commerciale de loin. Je sais plus trop où je suis. Et j'ai l'habitude pendant ce chemin de méditer. Et ce matin-là, je sais plus pourquoi, mais en fait, j'ai très envie de m'adresser à mon père. Je suis en train de marcher sur ce chemin en cherchant un peu ma route. Et je sens une colère monter en moi et je commence à parler, comme je le fais souvent quand je marche, en fait, à parler à haute voix. Et là, je m'adresse à mon père. C'est un vendredi et je suis super en colère. Je me mets presque à l'insulter, à lui dire mais j'en ai marre de tes valeurs, de tes hiérarchies. Il n'y a pas que l'argent qui compte. J'ai envie d'autre chose avec toi, d'autres relations plus proches. J'en ai marre de ton inquiétude chronique. J'en ai marre de la manière dont tu parles depuis tant d'années à ma mère, à ta femme. C'est insupportable. J'en ai marre de tout ça et j'ai envie d'autre chose et je peux juste dire ma colère, je la gueule à fond dans ce paysage. Et puis je commence à pleurer parce que je suis frustré, parce que je suis triste, parce que je suis en colère de cette relation. Je viens d'emménager enfin dans un appartement qui est génial et la première parole de mon père, c'est parce que je suis situé au premier étage et il me dit au premier étage il y a des voleurs qui peuvent s'introduire et moi j'attendais juste à ce moment-là qu'ils me disent mais c'est génial mon fils, c'est génial, c'est magnifique, je suis tellement heureux pour toi que tu trouves enfin un appart parce que j'étais jusque-là dans un studio depuis la séparation. Et non, ce que j'entends c'est sa putain d'inquiétude, sa putain d'angoisse. Enfin, c'est insupportable. Et tout ça, ça remonte et je me mets vraiment à gueuler comme un putois comme ça. Et en fait, là, une autre galère me tombe dessus, c'est qu'en fait, j'ai téléchargé le PDF sur mon téléphone du parcours. Et là, mon téléphone, je sais pas comment, il tombe en rade. Et il s'allume plus. Ou alors, quand je le rallume, il s'éteint aussitôt, quoi. Je me dis, ça y est, c'est parti pour la journée de la galère de chez galère, quoi. Et je continue à avancer, puis à un moment donné, je décide de me poser et je passe devant un cimetière.
Et je vois qu'il y a des toilettes accessibles. Je passe aux toilettes. En sortant des toilettes, je vois le cimetière. En Espagne, c'est assez étonnant ces cimetières parce que c'est pas des tombes horizontales, ce sont des tombes verticales. En fait, c'est comme des columbariums avec des plaques. Et je me promène un peu et je vois des portraits. Notamment, ce qui marque beaucoup, c'est qu'il y a des portraits de jeunes d'une vingtaine d'années qui sont morts. Il y a des messages de leurs amis, c'est très émouvant. Il y a des petites peluches, il y a des choses comme ça. Il y a les messages des parents et il y en a plusieurs comme ça. Je reprends ma route et c'est une route assez longue. Et je suis tenté en fait de m'arrêter un peu avant comme je l'ai fait quelques jours plus tôt. Puis là, je sens que ce jour-là, il faut que je serre les dents et que j'avance. J'ai mal aux pieds, ça me lance, ça me fait super mal, mais je continue. Et je me dis non, ce soir, faut que je sois à l'Érida, quoi. Et je chante pour m'encourager, pour marquer le pas, pour avancer, et voilà, et j'arrive le soir dans cette grande ville qu'est l'Érida. Je trouve un hôtel et je prends ma douche et je m'affale sur mon lit, je m'endors. Je suis dans un demi-sommeil. Et là, je vais à 4h40, il y a mon téléphone qui sonne et je vois que c'est mon frère qui m'appelle. Et mon frère me dit que notre père a eu un AVC, une hémorragie la veille au soir, et qu'il est à l'hôpital. Il est inconscient. Et il faut que je rentre tout de suite, quoi. Et je raccroche. Et là, je me dis, oh non, quoi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi finir mon chemin. Il me reste encore 5-6 jours de marche, c'est fini. Je vais aller jusqu'au bout, je veux pas rentrer. Je veux pas monter. Ça va être de la douleur. Des choses compliquées. J'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie que ma vie bascule dans ça. Et je dois un peu me botter le cul pour me bouger. Je prends un train à 5h30 jusqu'à Barcelone. Et puis j'arrive à l'aéroport, j'essaie d'attraper un avion. Il n'y a pas d'avion tout de suite, il y a un avion vers 4h de l'après-midi. Et là je tourne un peu en rond. Je décide d'aller au bord de la mer. Je prends un taxi, je pars au bord de la mer. Et je dis arrêtez-moi à la première plage. Il pleut ce jour-là. Et je descends au bord de la plage et je reste là parce qu'en fait c'est la mer Méditerranée et mon père, pour lui la mer Méditerranée c'est tout, quoi. Il est né au Maroc et là depuis sa retraite il vit à Antibes et il passe beaucoup de temps là et il supporte pas Paris et puis j'ai plein de souvenirs de bateaux avec lui. On a passé toute notre enfance à Antibes et la mer c'est vraiment mon père, quoi. Donc je reste là, sous la pluie, je fais en long, en large la plage. Et mes pensées se bousculent, je pleure à moitié, je suis un peu sonné. Et l'heure approche du retour pour l'avion et je prends dans un sac en plastique que j'ai du sable mouillé, quelques coquillages pour lui apporter. J'ai envie de lui apporter. Je prends l'avion, j'arrive à Paris et je fonce à la Pitié-Salpêtrière. Je me perds un peu. Puis finalement j'arrive devant un box. Il y a mon père allongé sur le lit. L'arrière de son lit a été remontée. Il a la tête inclinée, penchée, puis il a la bouche complètement ouverte. Et il respire d'une manière un peu mécanique. Il n'a pas d'assistance respiratoire. Il a un tuyau dans les narines et puis il a une perfusion. Et je dis bonjour à mon frère, à ma mère, et
Mon premier réflexe, c'est d'aller me précipiter vers mon père. Et je mets la main sur l'épaule, je le prends par les épaules, je sens la chaleur de son corps. Et je m'approche de son oreille, tout collé, et je lui chuchote que ça y est, je suis arrivé, je suis là. Je suis avec lui, je le quitterai pas, je reste avec lui. Et je lui dis aussi que je lui ai apporté un petit cadeau. Et je sors le sable mouillé que je mets dans une espèce de barquette pour verre qu'on met à l'hôpital, un truc un peu en carton. Je verse ça dedans et puis ça sent bon la mer en fait. Je mets les coquillages, je lui dis voilà, je lui ai apporté ça en cadeau. C'est la mer qu'il aime. On est samedi soir. Et on a commencé à avertir tous les proches là. Il y a mes enfants qui arrivent. On est samedi soir et l'équipe médicale est super sympa, super accueillante, et nous on dit qu'on veut pas quitter notre père et donc on aimerait dormir sur place. Ils disaient ok, pas de problème, et en fait on se colle tous les trois de part et d'autre du lit. Moi la tête je colle mon front contre la main de mon père. J'essaie de dormir comme ça. Il y a mon frère qui est de l'autre côté, ma mère aussi qui dort sur un siège. On est tous là, rassemblés un peu en meute là, autour de mon père, et le silence est juste traversé de cette respiration profonde et très régulière et très mécanique, quoi. À un moment donné, il y a ma tante qui est pourtant complètement athée qui a l'idée, mais il faudrait peut-être appeler un prêtre. Et de fait, on appelle un prêtre. C'est un prêtre de permanence qui peut venir. C'est dimanche, mais c'était pas prévu, mais il peut venir pour recevoir le sacrement des malades. Et pour mon père, et je me souviens, on s'isole dans une pièce avec lui, ma mère et moi. Et il écoute, et ma mère, elle dit je peux pas accepter qu'il meure, c'est pas possible. Et le prêtre écoute, il est là, il a des paroles de réconfort. Et moi, je me souviens, je dis à ma mère, mais tu sais, tu vois, on est tous les deux à croire en Dieu, mais franchement, si Dieu il se manifeste pas maintenant là pour nous donner sa paix, enfin, s'il se bouge pas le cul, quoi, s'il est pas là avec nous maintenant, c'est que ça sert à rien, quoi. C'est du pipeau de cette histoire, quoi. Et je me souviens de ma colère et un peu l'espèce de pas comment on appelle ça, je me rappelle plus, un ultimatum, voilà. Je pose comme une sorte d'ultimatum à Dieu, mais genre manifeste-toi, fais quelque chose là, parce que c'est la merde là, tu vois, c'est la merde là. Et on sort avec le prêtre, et je vois mon frère, je lui dis s'il est ok pour qu'il y ait une petite cérémonie avec le sacrement des malades, et puis il fait ses prières, on est là silencieusement autour de lui, et à partir de ce moment-là, c'est assez curieux, mais tout s'apaise. Ma mère notamment devient plus paisible, je sais pas, il y a quelque chose une sorte peut-être d'acceptation, je sais pas, enfin peut-être pas, mais il y a un changement de climat, voilà, et tout devient plus fluide, plus apaisant. Le soir, on sent que la fin approche, parce que le médecin commence à enlever en fait ce qui normalement était destiné à un produit qui était une perf qui était destinée à essayer de faire dégonfler l'hématome, parce qu'il a un hématome qui lui prend la moitié du cerveau, quoi. Et on reste là avec lui. Il y a mon fils qui est là, il y a mon frère et puis ma mère. Et vers minuit et quelques, il y a mon père qui commence à respirer de manière plus espacée. Je fais un signe, ma mère je sais plus où elle est, mais je me tourne vers mon frère, je fais un signe avec la main en disant
qu'il est en train de partir, quoi. Je l'appelle et il se rapproche du lit et puis il y a ma mère qui arrive aussi et elle sent qu'il y a un truc, quoi. Et mon fils est là, il est resté avec nous et on s'approche du lit, quoi. Et moi je suis assis, je colle ma main contre la sienne, je prends le bras. Il y a mon frère qui se met de l'autre côté, qui lui met la main sur l'épaule, et puis après il y a ma mère qui vient, qui prend aussi l'épaule de mon père. Il y a mon fils qui est juste collé à nous, derrière la tête de lit, et on est tous polarisés sur la respiration de mon père qui est profonde, mais qui commence à s'espacer, quoi. Et on est comme accroché à ce fil de respiration qui diminue, quoi. Et plus ça diminue, plus nous, on commence à former une sorte de mêlée autour de lui. Ma mère lui caresse le visage, elle a la main sur l'épaule de mon père. Moi, je suis collé à ma mère, je tiens la main de mon père, et je mets l'autre main sur celle de mon frère, qui met la main sur l'épaule de mon père, et on fait une sorte de cercle là, qu'il soutient en quelque sorte. Moi, je sens ça comme ça, qu'il soutient. Mon père a fait longtemps du vélo et on est là. Je suis comme un supporter qui l'encourage sur le chemin d'une côte, quoi. Et qu'il est en train de gravir une côte super pentue, quoi. Et il est en train de la monter et moi je l'encourage intérieurement. J'ai dit allez, vas-y, quoi. Et sa respiration, c'est complètement dingue, commence à s'espacer de plus en plus. Il y a de plus en plus de temps entre chaque respiration. Et à un moment, je crois que c'est la dernière, quoi. C'est très faible. Et non, ça continue. Et lorsque je regarde son visage, on voit ce teint un peu terne qui descend sur son front et son visage. Et ses mains qui sont moins chaudes. C'est la mort qui arrive, quoi. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et on est comme là, suspendu, quoi. On le contemple, on le touche, on le caresse, on lui parle. Je lui parle et je peux pas le quitter des yeux. Et il n'y a plus rien à dire. Et il y a le personnel soignant qui arrive sur la pointe des pieds de manière très délicate et qui nous regarde, qui nous dit toutes nos condoléances, qui débranche mon père. Et nous, on est là un peu hébétés. Et je sais plus à quel moment, si c'est à ce moment-là ou un peu plus tard, j'ai l'impression que mon père est arrivé au sommet de la côte, que devant lui s'ouvre un paysage absolument incroyable, d'une beauté à couper le souffle, et que il dit oui, je veux bien rentrer dans ce nouveau territoire. Extraordinaire, un territoire d'une beauté infinie. À un moment donné, le personnel soignant revient et puis nous dit que nous demande de nous mettre un peu à l'écart dans une autre pièce parce qu'ils vont lui donner des soins et qu'on pourra le retrouver dans une sorte de petite pièce chapelle là. Et il nous appelle, il nous dit c'est bon, mon père est allongé donc sur un chariot avec
son tissu jaune là d'hôpital. Ses traits sont figés. C'est lui, c'est plus lui, son visage a changé, puis il est tellement dur, c'est comme si c'était de la glaise, il est froid et dur. Et nous, on est... Mon fils, ma mère et moi, on est un peu shootés. Je me souviens que on discute, je sais plus de quoi on parle, mais on discute assez gaiement autour de lui, on le regarde. On dit qu'est-ce qu'il veut boire un coup, on va à la machine, on va chercher du coca et d'autres trucs à boire. Et puis finalement, après, on doit rentrer chez nous, il est 3h du matin, on appelle un taxi, on rentre à la maison. On rentre dormir. Viennent les obsèques dans le sud. J'en garde un souvenir assez nébuleux. Je me souviens de ma fille qui parle à l'église, qui dit un mot sur son grand-père. Je ne sais plus ce qu'elle dit, mais je me rappelle de son émotion, je me rappelle de son amour, je me rappelle de la justesse de ses propos. Et puis vient le moment d'aller au cimetière. C'est un moment très important pour moi parce que depuis bien des années, dans la famille, les gens ne se font plus enterrer, ils se font incinérer. Moi, je trouve ça très dur parce qu'il n'y a pas de lieu de mémoire. Et là, on se retrouve au cimetière d'Antibes, devant la tombe ouverte. Et on a mis de la musique, les Kilapayoun, c'était un groupe qui aimait bien ma mère, puis aussi Mission. Il aimait beaucoup le film Mission. Et on est là, tous en silence, agglutinés autour du cercueil. Et puis ils finissent par descendre le cercueil. Et moi, ce que j'adore, c'est voir où le cercueil est placé précisément dans le tombeau avant qu'il referme, parce que je me dis, ça y est, il est là, je sais où il est. Et quand je vais venir le voir, je sais que je saurai exactement comment il est, quoi. C'est seulement 4 mois plus tard que je retourne devant cette tombe. Son nom a été gravé. J'y vais avec ma mère parce que elle n'a pas été, elle se sentait pas les forces d'y aller seule. Donc on y va ensemble. On se perd dans le cimetière. Je n'arrive pas à retrouver la tombe. On rentre par la mauvaise entrée. Et quand j'approche de la tombe, je suis saisi par une colère et une fureur contre mon père à nouveau. Et je me dis, mais c'est dingue, quoi. Enfin bon. Et donc je reste là, ma mère reste devant la tombe, elle pleure, elle est émue, et puis moi je suis là avec ma colère, ma fureur contre lui, je sais pas trop quoi en faire. Donc je reste là, je m'éloigne un peu de la tombe, puis je trouve un banc un peu plus loin, et je me pose parce que je trouve ça horrible de ressentir encore cette colère contre mon père, quoi. C'est ma colère à moi. Et je me remémore. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de bon? Quel souvenir bon j'ai? Alors, je commence à faire revenir les souvenirs de bateau, parce qu'il adore le bateau. Et je ressens la gratitude pour son amour de l'océan, pour son amour des espaces où on voit la ligne d'horizon, son amour des grands espaces que j'ai reçus de lui. Je pars 2 jours plus tard pour 5 jours de retraite dans un monastère magnifique sur les îles de Lérins. Les îles de Lérins sont au large de Cannes. Je prends le bateau. Et ces îles de Lérins, je voulais être là. Et j'ai voulu être là pour me souvenir de mon père, parce que quand on partait en bateau, on allait souvent jeter l'ancre enfant entre les 2 îles, Saint-Honorat et Sainte-Marguerite, et j'ai plein de souvenirs là. Je traverse l'île, je fais le tour de l'île, il y a plein de souvenirs qui remontent, beaucoup d'émotions. Puis je rentre dans le monastère qui est magnifique. Les frères sont là avec leurs habits blancs et marrons.
tout est calme, il y a des palmiers, il y a des grillons ou des cigales. Il y a un cloître. Et là, je rentre dans ce temps de prière, avec des prières de nuit. Et moi, je prie, je me baigne. Il y a un office de la nuit qui commence à 4h30, qui se finit à 5h30. Et à 5h30, je sors, il fait encore quasiment nuit. Je vais à la pointe est de l'île et je me baigne. Je me baigne et je vois le soleil se lever. Et le soir, après le dernier office, j'attends qu'il fasse nuit. Je vais à l'ouest, je vais voir le soleil se coucher, puis je me baigne aussi. Et je me baigne à l'endroit où nous jetions l'ancre du côté de l'île Sainte-Marguerite. Je vois les bateaux qui sont là, j'entends les discussions qui courent sur l'eau, les rires. Et je suis là et tout ça est mêlé. Et à un moment donné, j'éprouve le besoin de demander à rencontrer un moine. Où je lui raconte ce qui s'est passé, toute la colère que j'ai eue contre mon père encore dernièrement en allant devant sa tombe. Et il est impressionnant, ce moine. C'est un bel homme. Il a les cheveux courts, une barbe courte aussi, poivre et sel. Il me regarde intensément. J'ai du mal à le fixer dans les yeux. Il m'écoute. Et puis, à un moment, comme une expiration, il me dit il faut simplifier tout ça. Vous pouvez pas rester dans le regret ou dans le remords. Parce que je lui explique que j'ai pris conscience aussi durant ce séjour chez les moines là que j'ai pas su être à l'écoute de mon père, de toutes les émotions qu'il traversait, de tout ce qu'il ressentait, de douloureux sans doute pour être comme ça, et que moi j'étais toujours sur la défensive avec lui. Et je me saute à la figure le fait que si je m'étais un peu intéressé à lui, au lieu d'être sur la défensive, si j'avais su entendre derrière les mots, derrière l'agressivité, derrière l'inquiétude, ce qui l'inquiétait lui, j'aurais pu me relier à lui, j'aurais pu le comprendre. Et ça me fait pleurer quand j'en prends conscience et j'en parle au moine. Et il me dit, maintenant, votre relation est terminée, enfin, du moins sous sa forme que vous avez toujours connue. Alors, maintenant, il faut laisser les choses aller, là. C'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas changer, revenir. C'est fini. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est d'offrir à Dieu cette relation, tout ce que vous avez vécu. Voilà, de lâcher tout ça. Et en fait, en l'écoutant, je me rends compte que c'est pour ça que je suis venu sur cette île. C'est pour ça que je suis venu dans ce monastère, c'est pour entendre exactement ça. Pour pouvoir dire vraiment, paisiblement, au revoir mon père. Le dire au revoir papa, je t'aime. J'étais heureux avec toi, j'ai souffert avec toi. Nous n'avons pas forcément su toujours nous comprendre, mais je t'aime et je t'aime. Cet épisode de Parole d'Homme a été réalisé par Gilles Donada. Au générique, vous écoutez La danse du printemps, interprétée par Bin Wang.